Je m'appelle Olivia Nederland, je suis professeure ici de droit pénal à l'université Saint-Louis Bruxelles et je mène une recherche postdoctorale sur la question des femmes incarcérées mais aussi de la mixité en prison qui fera l'objet d'un deuxième colloque comme je vous le disais. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui uniquement des conditions de détention dans les quartiers femmes. Je vais d'abord vous présenter la méthodologie, quelques éléments de contexte, et puis revenir sur les conséquences du statut minoritaire des femmes, et enfin sur les conséquences du fait que les femmes sont enfermées dans des institutions androcentrées et perméables aux stéréotypes de genre. Alors pour vous parler de tout ça, je vais utiliser le résultat d'une analyse documentaire, donc principalement les lois pénitentiaires, différentes sources de la littérature grise de l'administration pénitentiaire, beaucoup d'entretiens aussi qui ont été réalisés et des observations courtes dans les quartiers femmes que j'ai pu mener lorsque j'allais mener des entretiens dans ces prisons-là. Alors, c'est un travail d'équipe, puisqu'il y a vraiment, je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais un momentum en ce moment de la recherche sur le genre et la prison. Vous avez vu le nombre de chercheurs qu'on est aujourd'hui qui travaillent sur ces questions. Et comme on sait que les acteurs de terrain sont fort pris, on a optimalisé le processus en faisant la plupart de ces entretiens à 2, voire à 3, donc avec Aurore Van Leeuws qui prendra la parole tantôt et avec Lola Gauthier qui est ici présente et qui fait une thèse sur les masculinités carcérales. Donc voilà, tous ces entretiens ont été menés en équipe pour servir à plusieurs recherches, celle que je vous présente, celle sur la mixité et encore d'autres. Donc vous voyez, on a parlé donc avec des membres de la direction, on a fait des entretiens collectifs avec des femmes détenues, avec des hommes détenus, avec des services externes, avec des commissions de surveillance, donc qui sont des organes de contrôle indépendants des prisons, et des observations sur le terrain, à l'occasion desquelles on avait pas mal d'échanges informels avec le personnel pénitentiaire. Alors, j'allais contextualiser en revenant sur le profil des femmes incarcérées, mais vu la présentation de Valentine, je peux passer assez vite là-dessus. Et il se trouve que lors des observations et des entretiens, c'est largement confirmé ce qu'elle a pu avancer, cette situation de vulnérabilité des femmes que nous avons rencontrées, souvent victimes d'un passé d'abus, de violence. Ça, c'est ce que la plupart des services externes rencontrés et le personnel nous a confirmé. Les problématiques d'assuétude, ça revenait très vite. Dès qu'on rentrait dans un quartier femme, on nous parlait des trafics de médicaments, des trafics de stupéfiants, de ces problèmes d'assuétude. Beaucoup de problématiques de santé mentale, j'y reviendrai, et aussi le fait que les femmes ont beaucoup de souffrance quant à la séparation avec les enfants, se posent beaucoup de questions sur le suivi de leurs enfants. La plupart sont en effet mères. Et alors, j'ai repris cet extrait d'un entretien avec une directrice d'un quartier femme qui résume bien, je pense, la situation. C'est que les femmes qui sont ici, elles ne sont décidément vraiment pas nées sous la bonne étoile. Pour contextualiser, 2 mots du parc carcéral belge. C'est peut-être un rappel pour la plupart d'entre vous, mais quand même nécessaire de revenir brièvement dessus. Les lois pénitentiaires prévoient que l'on divise la population carcérale donc en 3 grands séparateurs. D'une part, on doit séparer les personnes en détention préventive, donc qui ne sont pas encore condamnées, des personnes qui, elles, sont condamnées. Or, l'idée, c'est de mettre les personnes condamnées dans ce qu'on appelle des maisons de peine. Il y en a 10 en Belgique, il n'y en a qu'une qui accueille une toute petite partie des femmes, la prison de Hoogstraten, mais c'est vraiment minime puisqu'on n'y trouve que 20 femmes. Et les personnes en détention préventive devraient être dans des maisons d'arrêt. On n'a pas vraiment de maisons d'arrêt en tant que telles en Belgique. On a des maisons d'arrêt et de peine où l'on trouve des personnes prévenues et des personnes condamnées. Or, les plus gros établissements peuvent les séparer dans des ailes et des quartiers différents, mais dans la plupart des établissements, on ne sait pas les séparer, ils sont mélangés. Et c'est dans ces établissements-là qu'on trouve la majorité des quartiers femmes. Oui, quartiers femmes sont dans ce type d'établissement. Nouveauté, depuis quelques années, on a ce qu'on appelle des maisons, donc des établissements de plus petite taille, de 20 à 50 personnes. On a ce qu'on appelle déjà une maison de transition pour les personnes en fin de peine. Il y en a une à Malines, mais seulement réservée aux hommes. Et on a une maison de détention qui est ouverte en septembre 2022 à Courtrai, pour environ une 50aine de places pour les hommes. Là, c'est pour les personnes qui sont condamnées à des peines qui ne dépassent pas 3 ans. Et breaking news, on a appris que des femmes pourraient aussi avoir un quartier dans cette maison de détention à partir de cet été. Donc ça, c'est une nouveauté qui sera accessible aux femmes, ce qui est intéressant à savoir.
Deuxième principe de séparation, les personnes souffrant de troubles mentaux en prison doivent être séparées des autres. Alors, les personnes qui souffrent de troubles mentaux, soit elles auront été internées par le juge du fond, c'est-à-dire qu'au moment du jugement, on constate qu'elles ne peuvent pas disposer de leur capacité de contrôle de leurs actes et on va les interner plutôt que les condamner. Elles doivent alors se retrouver dans des établissements spécifiques, établissements de défense sociale, centres de psychiatrie légale, certains hôpitaux psychiatriques. Si on les met en prison, elles ne peuvent être que dans ce qu'on appelle des sections de défense sociale. Il y en a 4 en Belgique qui n'accueillent que des hommes. Les établissements spécifiques sont aussi réservés aux hommes, sauf le centre de psychiatrie légale d'Anvers qui a quelques places pour les femmes. Et si ces personnes ne sont pas internées mais souffrent quand même de troubles mentaux, ça arrive, de personnes en détention préventive ou condamnées qui développent des troubles psychiatriques, alors celles-là, on les place généralement dans ce qu'on appelle les annexes psychiatriques des prisons. Il y en a 9 en Belgique, mais aucune ne dispose de place pour les femmes. Et enfin, troisième grand principe de séparation, la séparation entre les hommes et les femmes. Valentine vous l'a dit, les femmes sont minoritaires, 4% de la population, environ 500 femmes pour 11 000 personnes détenues. Ce qui a 3 grandes conséquences. Elles auront accès à moins d'établissements, elles seront incarcérées toutes ensemble et les quartiers femmes seront généralement des petits quartiers. On peut parler de prison dans la prison. Moins d'établissements, vous le voyez sur cette carte. Je rappelle, le PowerPoint sera en ligne, donc si on passe vite sur les slides, ne vous inquiétez pas. Vous voyez en mauve les prisons où on trouve des femmes, donc c'est assez éclaté. Qui dit moins d'établissements dit probabilité plus grande d'être éloigné de son milieu de vie, de ses proches, ce qui complique bien entendu la réinsertion. Et elles sont pour la majorité dans des maisons d'arrêt et de peine, comme je vous l'ai dit, ce qui a plusieurs conséquences, parce que l'on sait que les conditions de détention sont plus compliquées dans ces établissements-là, qui sont les établissements qu'on trouve au cœur des villes et donc qui sont plus anciens, donc qui souffrent de problèmes de vétusté, de vermine parfois, et ce sont aussi les établissements les plus surpeuplés. Vous voyez ici en jaune, on a la majorité des établissements où on trouve les femmes qui sont surpeuplées, voire très surpeuplées, ce sont même les plus surpeuplées de Belgique. Vous voyez les problématiques à Anvers, Gand ou Mons, vous avez peut-être entendu dans la presse. Et qui dit surpopulation, dit pas assez de personnel, donc moins d'activités, de conditions de détention plus compliquées. Les quartiers femmes, au moment où je conduisais la recherche, étaient tous surpeuplés, sauf à la maison de peine de Hoogstraten, puisque Berkendal et Anvers étaient surpeuplés au moment de la recherche. L'ouverture de Aron, avec beaucoup plus de place, a fait qu'il n'y a plus de surpopulation pour les femmes à Bruxelles et qu'on a pu envoyer des femmes d'Anvers à Aron. Donc ça explique ce changement récent dans cette question de la surpopulation. Deuxième conséquence, je vous l'ai dit, il n'y a pas de place pour les femmes dans les annexes psychiatriques, dans des établissements plus spécifiques comme des milieux ouverts. Pas possible non plus de les séparer entre prévenus et condamnés. Donc elles se retrouvent toutes mélangées, toutes ensemble, puisqu'elles sont pas assez nombreuses. C'est ce que Xavier Rousseau vous avait déjà expliqué. Et ça a des conséquences pour elles. En effet, j'ai oublié de le souligner, mais dans notre échantillon, donc les femmes détenues que nous avons rencontrées, l'échantillon n'était pas tout à fait représentatif puisqu'on a principalement rencontré des femmes condamnées, environ dans la quarantaine, qui étaient installées en prison depuis un certain temps, qui parlaient français. Donc voilà, ce n'est pas représentatif de tous les profils des femmes qu'on trouve en détention. Et on a combiné, bien sûr, avec d'autres entretiens. Mais donc, nous avons principalement rencontré des condamnés qui nous ont fait part des difficultés à être mélangés avec des femmes prévenues. Ça implique un grand turnover, des changements de duo quand on est à 2 dans la cellule régulier. Et puis surtout, on ne vit pas la détention de la même manière quand on est prévenu ou condamné. Quand on est prévenu, on découvre la prison parfois. On a le stress du procès, on a plein de questions, on découvre la prison. Donc c'est un moment très stressant. Et tout ce stress est évidemment communiqué aux femmes qui sont condamnées, qui nous disent vraiment... C'est un peu lourd pour nous, on joue vraiment le rôle des assistantes sociales, on répond à toutes les questions, mais oui, dis ça à ton procès, non, t'inquiète pas. Et parfois, ça peut être très lourd et très pesant. Et donc, elles disent, nous, on a envie de passer à autre chose, à la préparation de notre réinsertion, on est constamment assaillis par ces questions-là, donc c'est pas facile à vivre. Deuxième problème pour la question du mélange, c'est les femmes souffrant de troubles mentaux qui sont incarcérées avec les autres. C'est problématique pour les femmes qui souffrent de ces troubles mentaux parce qu'elles ne sont pas dans des structures adaptées, comme des annexes psychiatriques ou des sections de défense sociale. Ça veut dire qu'elles seront probablement aussi plus loin de l'équipe soins qui est rattachée à ces structures et qui devra se déplacer pour aller les voir. Donc ça complique potentiellement l'accès à ces soins.
Et pour les autres, eh bien, ça c'est quelque chose qui est largement revenu dans nos entretiens. Elles souffrent vraiment des éventuels comportements perturbateurs des premières lorsqu'elles ne sont pas suffisamment prises en charge. Ça peut aller de nuisances sonores jusqu'à des sentiments d'insécurité. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est revenu constamment. Elles nous disaient, ces filles-là, elles n'ont pas leur place ici pour notre sécurité, pour la leur. Et je vous ai mis ici un extrait d'une discussion. Voilà, les agents, ils ne savent pas tout faire, ils n'ont pas la formation non plus pour ces annexés, donc ces personnes avec des troubles psychiatriques, en plus du travail qu'ils font déjà à côté. On ne va pas les accabler, ils sont vite débordés avec des cas comme ça, surtout quand elles sont en crise, car elles manquent de suivi psychiatrique. Et l'autre qui rebondit, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que quand il y a des interventions des agents pour ces filles-là, c'est nous qui payons. Et c'est ça qu'elles m'ont expliqué. Comme ces personnes prennent beaucoup plus de temps, on supprime les activités pour elles, etc. Et donc, ça a un impact sur leurs conditions de détention. Alors, vous allez me dire, il y a aussi des hommes qui souffrent de ces situations, qui sont mélangés entre condamnés et prévenus, certes, mais la différence, c'est que toutes les femmes, à part les 20 à Hoogstraten, sont concernées par cette situation, tandis qu'il y a 10 maisons de peine et 2 maisons pour les hommes, donc tous ne souffrent pas de cette situation. Troisième conséquence, comme elles sont moins, les quartiers femmes sont généralement de taille assez réduite et parfois, on parle de petites prisons dans la prison, avec vraiment un côté à part, avec un propre personnel, toujours le même, un propre préau, donc la cour de promenade, souvent un propre atelier de travail. Et souvent, on va voir que ces quartiers femmes, ils sont excentrés, ils sont vraiment loin du cœur de la prison et du cellulaire des hommes. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'on peut distinguer les conditions de détention selon la taille des quartiers femmes. Là, on distingue les 2 petits, à Marche et à Hoogstraten, des 4 moyens, à Mons, Hasselt, Anvers et Gand, des 3 plus grands établissements, à Lantin, à Rennes ou Bruges. Donc là, je vais rapidement vous montrer des photos de ces différents quartiers femmes pour que vous puissiez un peu visualiser. Et puis alors, on viendra plus longuement sur les conditions dans ces quartiers. On commence avec Hoogstraten. Donc Hoogstraten, c'est en fait dans un bâtiment historique, un ancien château. Donc vous voyez, ça c'est le château. Les hommes sont dans le cellulaire, dans ses ailes, ici à l'intérieur du château. Et quand je vous parlais de quartier femme éloigné, vous voyez, le quartier femme, lui, il est vraiment loin du reste. Il est ici, à l'entrée de la prison, dans un bâtiment à part, avec son propre préau que vous voyez ici. Et donc c'est sur 2 étages, avec au rez-de-chaussée donc une salle communautaire, où les femmes peuvent passer la plupart de leur temps, parce que c'est un régime porte ouverte, donc les portes des cellules sont ouvertes toute la journée. Mais attention, elles ne peuvent pas sortir au préau, donc c'est porte ouverte dans ce lieu commun et à l'étage, dans le couloir avec leur cellule qui est très étroit. En fait, on ne le voit peut-être pas, ça a l'air grand, mais c'est un couloir qui est très étroit et toutes les cellules sont en duo. Donc elles sont un peu l'une sur l'autre dans ce bâtiment. Marche-en-Famenne, vous voyez ici, c'est aussi à l'entrée de la prison, le quartier femme avec un tout petit préau que vous voyez ici. Un petit quartier donc avec les cellules de part et d'autre d'une salle commune. Ici aussi, comme Hoogstraten, c'est un régime avec certains moments, pas tout le temps comme à Hoogstraten, mais certains moments de portes ouvertes où elles peuvent être dans l'espace commun. Ce qu'il faut souligner, et vous voyez aussi l'éloignement, le reste de la prison avec tous les services et le cellulaire homme est ici, donc il faut même sortir du bâtiment pour s'y rendre. Et donc, il y a à chaque fois dans chaque cellule un lit qui a été glissé en dessous de l'autre. Donc, c'est une prison où le quartier femme est tout à fait surpeuplé. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le quartier femme était à la base prévu pour des personnes en détention limitée, donc des personnes qui sont en prison la nuit, qui sortent travailler la journée, ce qui explique potentiellement sa situation et la petite taille de son préau. Et c'est finalement au moment de l'ouverture de la prison, comme il y a très peu de gens en détention limitée, qu'on se dit, on va y mettre les femmes. Et voilà. Je rebondis sur la prison de Hasselt parce que c'est la même histoire. On avait créé un quartier juste à côté de l'entrée de la prison, ici en bleu, comme vous le voyez, pour accueillir des personnes en détention limitée. Finalement, même constat, peu de détention limitée, donc on va y mettre des femmes, ce qui implique de nouveau que le quartier femmes est très éloigné du quartier des hommes que vous voyez là, avec un préau plus petit, vous voyez en orange par rapport au préau des hommes, et donc un couloir, de nouveau, vous voyez les cellules des femmes sur 2 étages, et une petite salle communautaire pour certaines femmes, parce que là-bas, elles sont en régime fermé. Donc, régime fermé, on est tout le temps en cellule, sauf quand on a une activité ou visite ou préau. Mais une petite salle communautaire pour les quelques femmes là-bas qui sont en régime porte ouverte. Prison de Mons, à présent, là,
Monsieur Rousseau vous l'avait déjà montré, hein, c'est vraiment un quartier qui était ajouté, accolé au bout d'une aile d'homme, donc aussi un côté éloigné à part, avec un préau extrêmement étroit, comme vous le voyez. C'est quelque chose que les femmes qu'on a rencontrées là-bas nous ont dit qu'elles souffraient énormément, parce que le quartier, avec sa forme de demi-lune, donne vraiment un sentiment d'étouffement, qui est encore renforcé par la minuscule taille du préau où on peut à peine circuler. Sentiment d'étouffement encore plus fort là-bas que c'est un régime complètement porte fermée, hein, c'est une prison d'arrêt surpeuplée, donc il y a peu de choses, peu d'activités, peu de choses mises en place. Ce que je n'ai pas souligné, c'est que pour Hoogstraten et Marche, qui sont les deux plus petits quartiers, il n'y a pas d'atelier de travail pour les femmes dans ces quartiers. Et donc, exceptionnellement, les femmes travaillent là-bas avec les hommes. Tandis qu'à Mons, ici, il y a l'atelier de couture sur place. Donc, les femmes travaillent à l'atelier de couture pour celles qui ont un travail. Anvers, à présent, vous voyez, ici, le quartier femmes est aussi éloigné de ceux des hommes, à l'entrée de la prison, sur un étage dans cette croix, avec un couloir, avec 2-3 appareils de fitness, un préau et des cellules avec des lits superposés. À nouveau, maison d'arrêt surpeuplée, donc régime totalement fermé, très peu d'activités. Mais il y a quand même un atelier de travail sur place, donc les femmes restent vraiment dans leur quartier puisqu'elles ont leur préau, leur salle de travail. Gand, ici aussi, maison d'arrêt très surpeuplée, donc régime fermé. Ici, par contre, la prison a été tout à fait rénovée, donc on a mis une couleur pour chaque aile, donc vous pensez bien que l'aile des femmes est en rose fuchsia. Là, le quartier femmes se trouve ici, et alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que les 3 ailes pour les hommes sont complètement ouvertes, donc depuis le centre, on peut voir jusqu'au bout. Ce n'est pas le cas du quartier femmes qui se trouve en fait caché derrière une porte avec des vitraux opaques, et donc on ne peut pas voir, les hommes en passant devant ne peuvent pas voir à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué un peu partout. Soit le quartier femme est tellement loin du cellulaire homme que les hommes ne peuvent pas le voir, soit à Celt, il est dans un couloir où les hommes peuvent passer devant, et on a vu qu'on avait plaqué des affiches sur la porte pour qu'on puisse vraiment pas voir à travers. Et ici, les femmes ont un préau qu'elles partagent. C'est un préau qui est aménagé pour les visites des enfants, mais donc aussi avec les papas détenus et leurs enfants. Donc les fenêtres du quartier femmes donnent sur ce préau qui est utilisé pour les visites enfants, qui est utilisé soit pour ses visites, soit pour elles. Et donc on entend souvent, elles ont un plus beau préau, vert, avec des décorations. Mais bon, comme Valentine a souligné, la plupart des femmes sont mères. Et on sait de nos entretiens avec les services externes que c'est très difficile la séparation avec leurs enfants pour de nombreuses d'entre elles. Donc on peut se demander qu'est-ce que ça peut faire d'être constamment confronté à ces visites enfants depuis sa cellule quand on est séparé de ses enfants. Voilà, c'est quelque chose auquel on a posé la question sur place et personne ne semblait s'être jamais posé la question. Alors, dans ces quartiers femmes petits et moyens, ce qui interpelle, comme je vous l'ai dit, c'est l'isolement. Hein. Le quartier femmes est vraiment isolé, éloigné du reste de la prison. Et ça, les femmes qu'on a rencontrées, elles ont dit, ça complique l'accès aux infrastructures et aux services. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui se déplace en prison doit être accompagnée par du personnel. On sait qu'on a un gros manque de personnel en prison. Qui dit pas de personnel dit pas de déplacement, et donc on ne sait pas aller au quartier médical. Et les femmes, souvent on dit, nous, dans nos quartiers, on a 2 appareils de fitness devant un mur, ça donne pas vraiment envie de faire du sport, est-ce qu'on peut pas aller utiliser le grand préau des hommes ou la salle de fitness des hommes ? Et là, ça implique des mouvements, et c'est des mouvements qu'on voit qui ne se font pas, ou très rarement. Alors, ces quartiers, ils sont aussi, vous l'avez vu, très à l'étroit, avec une circulation restreinte, souvent avec un préau étroit, et c'est toujours le même petit groupe de personnel, et on a constaté que c'était souvent des femmes. Il y a très peu d'hommes qui travaillent dans ces petits quartiers, et c'est toujours le même groupe de femmes, un peu dans un contexte de surpopulation, et donc vraiment cette idée qu'elles sont l'une sur l'autre, d'autant plus quand c'est un régime porte ouverte. Donc là, il y a vraiment une directrice qu'on a rencontrée qui nous a dit « Les femmes ici, elles n'ont pas d'oxygène. Si vous vous disputez avec l'une, vous ne savez pas l'éviter. » Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions. Et les femmes qu'on a rencontrées, elles ont vraiment témoigné de ce sentiment d'être à l'étroit. Je vous ai mis ici une situation. Il y en a une qui disait « Toute la prison appartient aux hommes. Et nous, qu'est-ce qu'on a ?» Et l'autre, elle répond « Nous, on a le quartier femmes. » Cette situation est différente dans les 3 plus grands quartiers femmes de Belgique, à savoir la prison de Haren. Mais là, je n'en dirai rien parce que c'est Delphine qui vous parlera longuement de cette nouvelle prison.
Le quartier femmes de Lantin, vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Bon, il est vraiment à part des quartiers hommes qui se trouvent ici. Vous voyez aussi, il est complètement à part. Mais là, il est beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir, avec des grands ateliers de travail, deux grands préaux, une propre salle de fitness, plus d'activités, etc. Donc là, on a beaucoup moins entendu ce sentiment d'être l'une sur l'autre et d'isolement. Et alors, Bruges, je ne peux pas vous en parler parce qu'on a eu les autorisations d'y aller que la semaine prochaine. Donc voilà, il reste ça. Mais en tout cas, des entretiens qu'on a déjà pu faire, comme je vous le disais, il n'y a pas ce sentiment d'être à l'étroit. Et alors, ce qu'on constate, c'est que dans ces 3 plus grands quartiers femmes, là, le personnel masculin est davantage présent que dans les petits quartiers femmes, puisqu'il y a plus de personnel. Et donc, il y a peut-être moins cette crainte du personnel masculin qu'on a beaucoup entendu d'être accusé de voyeurisme, etc., puisqu'il y a plus de personnes qui sont témoins de ce qui se passe. Il y a des régimes qui peuvent être différenciés, donc des régimes portes ouvertes versus des régimes fermés. Et la question d'une mixité au travail et des activités est moins nécessaire que dans les autres prisons, puisque dans les prisons que je viens de vous présenter, la plupart des activités de formation se font en mixité, justement parce que les femmes ne sont pas assez nombreuses que pour remplir les cours. Donc, je vous ai présenté les conséquences du statut minoritaire des femmes en détention. Et maintenant, je vous ai dit, l'institution carcérale, elle est perméable à ce qui se passe dans la société. Et donc, on va y retrouver certaines représentations genrées. Et ça peut bien sûr avoir des impacts sur les femmes. Et ce que l'on a pu constater avec les différentes chercheuses qu'on échange beaucoup, c'est que ces représentations genrées qui traversent les murs de la prison, elles sont souvent préjudiciables aux femmes. Premier constat, c'est que voilà, on l'a souligné, les femmes ont un profil spécifique et donc des besoins spécifiques. Et comme elles sont tellement peu nombreuses et qu'elles sont vraiment dans une institution qui a été pensée par les hommes pour les hommes, on ne prend pas suffisamment en compte ce profil et leurs besoins spécifiques, que ce soit en termes d'accompagnement pour les troubles mentaux, les consommations, par rapport au passé d'abus qu'elles ont pu subir. Une aide accrue, on a souligné le manque de formation, une aide accrue à la réinsertion socio-économique. Et aussi en matière de soins de santé, il y a des besoins en santé qui sont spécifiques. Alors, il y a l'association ICARE maintenant depuis quelques années qui travaille sur cette question et qui présentera son travail tout à l'heure. Mais globalement, on voit que dans un contexte déjà très pauvre en aide sociale et en soins de santé en prison, il n'y a pas d'aide spécifique par rapport aux besoins spécifiques des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière visite du CPT a donné lieu à un rapport qui mentionne justement ça. Donc le CPT qui est venu en Belgique récemment a visité 2 quartiers femmes à Anvers et à Lantin et a dit: voilà, on constate qu'il n'y a aucun dépistage systématique des violences domestiques ou à caractère sexuel, des besoins de soins de santé mentale, des risques de suicide et d'automutilation, des questions de santé reproductive dans aucun des établissements visités, alors qu'on sait que c'est un besoin pour les femmes. Donc le CPT a recommandé à la Belgique de renforcer l'offre de soins de santé spécifiques aux femmes dans les quartiers femmes et de prévoir une formation spécifique pour les questions de santé. Deuxième chose assez flagrant, cette idée de la femme domestique est très prégnante en prison. Alors là, je vous ai mis une photo parce que dans 6 établissements sur les 9 quartiers femmes qu'on a visités au moment de la recherche, on a encore ce costume pénitentiaire extrêmement typé avec les femmes qui ont ce tablier de la ménagère qu'elles doivent porter constamment. Mais aussi le travail pénitentiaire, on hérite là de ce qui s'est mis en place il y a longtemps, comme l'a souligné Xavier Rousseau. La plupart des femmes travaillent encore dans des ateliers de couture ou dans la buanderie. Dans plusieurs établissements, elles lavent aussi le linge des hommes, le linge personnel. Elles nous ont souligné que c'est pas toujours agréable à faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste prégnant et qui oriente aussi dans les activités et les formations proposées, leur trajectoire future. Et c'est quelque chose qui, dans les discours aussi très prégnant, on entend les quartiers femmes, ils sont propres, ils sont nets, les femmes sont consciencieuses. Voilà, c'est quelque chose qui est très prégnant dans le discours. Mais ça va aussi impacter autre chose, cette idée un peu de femmes domestiques. C'est l'idée que ces femmes, elles sont confinées dans leur quartier. Donc je l'ai dit, c'est des quartiers qui sont un peu éloignés, cachés, dissimulés. Les femmes, elles sont vraiment dans ces petits quartiers. On ne va pas essayer de leur donner accès aux grandes salles de fitness ou aux grands préaux des hommes. Pour les formations, ça, on va faire l'effort de trouver le moyen de le faire, parce qu'il faut bien remplir les formations pour avoir les subsides. Mais pour le sport, finalement, c'est peut-être moins essentielles, elles ont moins besoin de se bouger, elles sont moins preneuses de l'activité physique, on entend souvent. Elles auraient un moindre besoin d'accès à l'extérieur, donc on voit des préaux qui sont plus facilement supprimés, on ne va pas donner accès aux préaux plus facilement.
Et alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est comment les préaux sont aménagés. Vous avez vu le préau de Hoogstraten, ici, c'est de l'herbe, des bancs. On a vu le préau à Gand, où c'était aussi de l'herbe, des petits jeux pour enfants, etc. Alors, tout de suite, on entend, oh, les femmes, elles ont des beaux préaux. Mais comme l'a souligné cette femme qu'on a rencontrée à Hoogstraten, ah oui, super, ils nous ont mis des bancs, de l'herbe, donc ils partent du principe que nous, on s'assied, on papote, on boit du thé, quoi. Donc, mais moi, j'ai besoin de faire du sport, je peux pas faire de la corde à sauter, sinon on me dit que j'abîme de l'herbe. Et les hommes à côté, ils ont leur grand terrain de foot, de volley, les tables de ping-pong, la salle de fitness. Nous, on a 2 appareils face à un mur, ça donne vraiment pas envie de se bouger. Et moins on se bouge, plus on se sent mal. Troisième constat sur les stéréotypes de gens qui traversent ces prisons, c'est cette idée que les femmes, elles sont moins dangereuses, qu'elles sont douces, qu'elles sont compréhensives, etc., qu'elles posent moins de problèmes. Et donc, ça, quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on voit qu'il y a du personnel qui se rend dans les préaux pour femmes. Alors c'est quelque chose qui est peu commun, puisque les préaux, c'est des endroits non surveillés, le personnel pénitentiaire n'y est pas, alors que c'est quelque chose qu'on voit très peu dans les quartiers hommes. On a des directions qui vont nous dire, moi, une fois, il y a eu un problème, j'ai pris 30 femmes à moi toute seule dans un local, chose que je n'aurais jamais fait avec les hommes. Donc on a vraiment ce discours prégnant de « les femmes ne sont pas dangereuses ». Mais tout de suite, on a une ambivalence. On va nous dire « elles ne sont pas dangereuses ». Ah, mais quand même, les cas les plus lourds, c'est chez les femmes. Et par exemple, comme témoignage de cette ambivalence, je vous ai mis cet extrait d'une discussion avec une femme qui nous a dit « Oh voilà, quand même, être camp entre femmes, ça m'a rassurée quand je suis arrivée en prison en préventive, parce que bon, les hommes, ça peut faire peur. » Et puis elle fait une pause et elle dit « Bon, il y a aussi tous les profils chez les femmes, je ne dis pas le contraire, peut-être même des cas plus dangereux chez les femmes que chez les hommes. » Et ce qu'on a aussi pu remarquer, c'est que si certes les incidents de violence physique qui nous ont été rapportés, nous ont été présentés comme isolés, mais donc quand même présents, mais isolés, et c'est vrai moins fréquent, la question de la violence psychologique, dont on parle finalement peu quand on parle de violence, là était extrêmement prégnante dans les quartiers femmes. C'est quelque chose qui nous est beaucoup revenu, les insultes, les méchancetés, les agressions, le harcèlement, le chantage, le racket, l'emprise. Voilà, les femmes qu'on a rencontrées étaient vraiment en souffrance de ça, ont vraiment souligné que ici, l'emprise, le chantage, tout ça, c'est terrible dans les quartiers femmes, c'est vraiment terrible. Une autre qui dit « Moi, j'ai 45 ans, je peux vous dire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps du harcèlement que je subis dans les quartiers femmes. » Il y a vraiment énormément de violences psychologiques dans ces quartiers. Donc, idée des femmes douces à nuancer. Et la question maintenant des femmes compréhensives, c'est aussi quelque chose qu'on entend. Les femmes, elles comprennent. On leur dit, il y a moins de personnel, le préau supprimé. Elles comprennent. Elles ne vont pas se révolter. Elles vont faire peu de mouvements collectifs. Mais finalement, quand on discute avec elles, est-ce vraiment de la compréhension ou n'est-ce pas plutôt de la résignation? Puisqu'on voit qu'en fait, les femmes, ce qu'elles nous ont expliqué, c'est que c'est compliqué en fait de porter des revendications collectives, justement parce que comme elles sont déjà pas nombreuses et qu'elles sont en plus avec des profils différents tout ensemble, c'est compliqué de trouver des personnes pour porter la voix. Vous voyez cette femme qui nous dit, par exemple, on n'a pas de salle de fitness, on a un mini préau, vous venez avec des questions sport, y en a qui disent, non, moi je suis innocente, parce qu'elle est complètement dans son procès. Puis une autre qui va dire, moi je suis libérée dans 6 mois, donc j'en ai rien à foutre. Et puis l'autre va dire, moi j'ai franchement autre chose à penser que ça. Enfin voilà, donc finalement on trouve personne et je les comprends, mais du coup, il n'y a rien qui bouge. Autre chose qui ressort fort de la littérature qu'on a pu aussi constater, c'est que comme les quartiers femmes sont petits, il y a un contrôle social accru et donc le moindre incident est tout de suite, conduit tout de suite à un rappel à l'ordre et donc donne peur d'aller plus loin dans la revendication. Et enfin, mais là je ne vais pas empiéter sur ce que Moira vous expliquera, mais les femmes peuvent potentiellement plus vite subir un transfèrement et donc c'est aussi quelque chose dont elles ont très peur quand elles ont des proches, un travail psychosocial en cours. Il y a beaucoup à perdre si on est transféré et donc c'est ce que nous explique cette femme, on a trop à perdre, alors on la ferme. Chez les hommes, il y a des émeutes, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien à perdre. Ils sont là pour pas longtemps, ils n'ont pas de travail, ils rentrent, ils sortent, la famille va suivre, ils s'en foutent et donc ils peuvent plus facilement... voilà. Quatrième représentation genrée qui traverse les murs de la prison, c'est vraiment cette idée de sexualisation du corps des femmes et ça c'est quelque chose qui revient énormément aussi dans les entretiens. Pour les femmes détenues, c'est ce profond malaise de tout ce qui a trait à la violation de l'intimité en prison. On pense par exemple au contrôle visuel que les agents font puisqu'ils soulèvent les guichets à tout moment sans prévenir la plupart du temps pour vérifier que les personnes sont bien en cellule et en sécurité. Et là, les femmes nous ont dit que ça génère un profond malaise, surtout quand c'est fait par du personnel masculin, surtout quand on sait qu'elles ont souvent des passés de violence et d'abus par du personnel masculin. La question des fouilles de vêtements
que le personnel masculin peut faire sur les femmes, c'est quelque chose qui soulève aussi énormément de questions. Et là, il y avait eu une exposition, les femmes de Berkendal avaient pu faire des travaux graphiques qui avaient été exposés en 2020 à la maison du livre à Saint-Gilles, et j'avais été frappée par le fait que la plupart de ces panneaux insistaient sur cette question. Vous voyez les collages qui ont été faits. Laissez-moi aller aux toilettes tranquille, arrêtez de me mater, marre du regard, aucune intimité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est aussi difficile à vivre pour les femmes détenues. Ça se ressent aussi dans la dissimulation des quartiers femmes du regard des hommes détenus. Et pour le personnel, cette idée du corps de femme tentatrice revient beaucoup dans les discours, puisqu'on entend le personnel masculin qui va nous dire que dans les petits quartiers femmes, justement, il n'y a pas beaucoup de contrôle social, ils préfèrent ne pas travailler parce qu'ils ont vraiment cette crainte d'être accusés de voyeurisme. Par exemple, à Asselt, on a appris que le personnel masculin n'ouvre jamais une porte de cellule s'il n'y a pas une femme agente avec lui. Et autre témoignage encore de cette idée du corps potentiellement tentateur de la femme, c'est qu'on constate qu'il y a un contrôle vestimentaire accru sur les femmes qu'on ne constate pas chez les hommes. On va voir des affiches, attention à votre tenue, des rappels à l'ordre, etc. Et cet extrait d'un entretien avec un membre de la direction d'une prison où il y a des activités en mixité est assez révélateur, parce qu'il nous explique qu'on a mis en place les activités mixtes, on avait été prévenir les hommes, et certains avaient vraiment peur de ça. Ils nous disaient, voilà, moi je suis désolée, mais si une femme me montre son sein, je le touche, je ne sais pas faire autrement. Le directeur dit, écoute, c'est pas très malin. Et lui m'explique, voilà, c'est une peur d'avoir des difficultés, de se contrôler par rapport à la provocation. Et donc, nous explique le membre de la direction, ce qu'on a fait, c'est qu'on a éduqué les femmes, simplement. Parce que les hommes qui montent leurs muscles, ça dérange pas grand monde, mais quand elles viennent sans soutif aux ateliers de travail et qu'elles se baissent, on voit tout, ça, ça pose problème. Et enfin, je terminerai par là, donc dernier constat en matière de genre en prison, et qui est très interpellant, c'est que quand on entre dans les quartiers femmes, surtout les petits et les moyens, comme je vous disais, il y a vraiment ce constat d'atmosphère étouffante. On nous dit, en fait, c'est vraiment une ambiance négative chez les femmes n'ont pas d'oxygène, c'est vraiment... on a l'impression que tout le monde est en souffrance dans ces quartiers, que ce soit les femmes ou le personnel qui est réticent à y travailler. Et la façon dont on explique cette ambiance négative mobilise un registre vraiment essentialisant, de dire, en fait, c'est par nature que les femmes, elles sont jalouses, elles sont sournoises, elles sont dans l'émotion, et elles créent, en fait, par leur nature même, cette ambiance négative dans les quartiers femmes. Donc elles sont manipulatrices, donc ça oblige le personnel à être capable de tenir tête. Elles sont tout le temps dans l'émotion, donc le personnel doit pouvoir garder la distance. Les femmes, elles sont jalouses, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des tensions et des conflits. Et alors on dit, il y a beaucoup de jalousie de manière générale en prison. On va nous dire, oui, mais elles sont encore plus jalouses. Et alors, il y a vraiment aussi cette idée de la culture du ragot. Dans les quartiers femmes, tout se sait. Et donc, l'intimité est déjà tellement mise à l'épreuve en prison que dans les quartiers femmes, c'est encore tout ce qui est privé devient public, et c'est du coup ça rend encore plus le fait d'y être dans ces quartiers étouffant. Et puis il y a aussi cette infantilisation dans les quartiers femmes. Elles-mêmes et le personnel vont les appeler les filles, vont désigner ce qui se passe au préau comme une ambiance de cours maternelle, de bac à sable, avec des petits groupes de peste qui radotent les unes sur les autres. Et donc on voit qu'il y a vraiment les femmes dans ces quartiers qui sont prises dans une tension entre un vrai besoin d'intimité, de se confier, de créer des liens, et en même temps une crainte de faire confiance de par leur passé où elles ont appris à se méfier, justement, avec tout ce qu'elles ont subi, et la culture du ragot qui règne dans les quartiers femmes. Mais du coup, cette idée d'expliquer ces ambiances négatives dans ces quartiers par la nature profonde des femmes vient éclipser tous les éléments contextuels et structurels que je vous ai décrits. Donc le fait qu'elles sont dans des quartiers étroits, avec peu de possibilités de circuler, peu d'accès au sport, le fait qu'elles sont avec des profils qui sont tous mélangés, que quand il y a un petit conflit, on ne sait pas éviter la personne parce que le quartier est petit, avec toujours le même personnel. Et donc voilà, ces arguments structurels sont éclipsés pour venir expliquer ces ambiances difficiles dans les quartiers femmes. Donc en conclusion, ce qui se dessine pour l'instant des premiers résultats, c'est qu'il y a des conséquences négatives sur les conditions de détention du fait du petit nombre des femmes, un quartier étroit, surpeuplé, on passe du coup après, on a un accès plus difficile aux infrastructures et services, on est tous mélangés, mais ces résultats-là potentiellement peuvent s'appliquer à d'autres groupes de personnes qui sont dans des petits quartiers. Je pense par exemple aux annexes psychiatriques, on devrait faire des études comparatives, ce serait intéressant. Mais alors, par contre, pour les femmes, ça vient se doubler du fait que
les stéréotypes de genre qui pénètrent la prison vont être préjudiciables aux femmes, avec une insuffisante prise en compte de leurs profils et besoins spécifiques, avec des reproductions de stéréotypes de genre qui vont vraiment les enfermer là-dedans, dans le travail domestique, l'idée d'espace domestique, et pas justement ouvrir le champ des possibles, avec une atmosphère qui est souvent étouffante en raison de l'absence d'intimité, par cette culture du contrôle rapproché sur les femmes, sur leur corps, sur leurs interactions, et cette culture du ragot qui y règne, avec donc, pour conclure, un grand besoin de visibilisation de tous ces résultats. Et là, je pense que voilà, toutes les chercheuses et les chercheurs qui parlent aujourd'hui, du simple fait d'aller poser toutes ces questions, on commence déjà ce travail de sensibilisation, mais sur lequel Vinciane Sallier et Claire Hugon rebondiront tout à l'heure.